Si vous aussi vous rêvez d'un train qui vous emmène vraiment au bout du monde, bah, je crois que la Bolivie c'est pas mal. Il y a des gares désertes, à peu près au milieu de nulle part. Il y a des trains qui sont des bus et qui en fait sont des trains. Il y a des trains qui traversent des forêts luxuriantes. Il y a des trains qui ont une âme et même un cœur. Je vais donc parcourir la Bolivie, des plus hautes montagnes jusqu'à l'Amazonie, en train et surtout avec plein de Boliviens. La Paz, c'est un vrai choc. C'est là que je vais prendre mon premier train bolivien. La capitale la plus haute du monde, accrochée sur des versants où l'on grimpe de 3002 à 4000 mètres d'altitude. Ça monte, hein? Ça monte. La Paz, c'est ça. Des pentes, des pentes, des pentes partout. Vous ne pouvez pas prendre une rue qui n'est pas en pente. Tout ça, après de 4000, donc avec peu d'oxygène. En fait, les gens qui habitent ici ne le savent pas, mais c'est des athlètes de haut niveau. Ici, rien n'est comme ailleurs. Les bas quartiers sont en haut, les plus pauvres sont sur les hauteurs, à 4000, c'est là qu'il fait le plus froid, et les riches sont en bas, plus au chaud, souvent protégés par d'épaisses murailles. Au milieu, c'est le palais du gouvernement. Et ce qui me frappe le plus à La Paz, ce sont les tenues. Les visages. Ici, plus de 60% de la population est d'origine indienne. C'est le seul pays où les... Bonjour. Où les passages piétons, les zébras sont vivants. Ah, ça y est. Voilà la gare. Allez voir. Elle n'a pas l'air de servir souvent. Désert. Y a quelqu'un? Ça doit être les quais. Eh ben, en fait, c'est un parking. Et en fait, c'est chez les quais quand même. Il y a encore toutes les indications. Et ça, vous voyez, c'est le kilomètre zéro. C'est-à-dire l'endroit exact, c'est à partir de ce point que l'on compte le nombre de kilomètres de voies ferrées qui parcourent tout le réseau des Andes en Bolivie. Hola. Hola. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors dans cette gare? Pourquoi elle est dans cet état? Malheureusement, ça a été privatisé en 1995 et la nouvelle entreprise s'est rendue compte que ce n'était pas économiquement viable. Du temps de l'entreprise publique, il y avait un côté social, mais ça n'a pas plu à la société privée, pas assez rentable. Du coup, elle a arrêté les lignes d'ici. Et aujourd'hui, l'entreprise privée ne gère que du patrimoine immobilier. Nous n'avons plus de train. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, la compagnie publique de chemin de fer de Bolivie s'occupe de tout, sauf de trains? C'est ça, oui. Ce qui reste de l'entreprise publique ne sert qu'à maintenir en état les miettes laissées par la privatisation. J'ai l'impression que vous n'êtes pas très pour la privatisation, vous.
Non, je ne suis pas d'accord avec la privatisation. Les jeunes d'aujourd'hui, ils connaissent plus le train, c'est ça qui me dérange. Mon fils, par exemple, il ne sait pas ce que c'est, à la différence des gens du Sud qui, eux, ont encore des trains. Donc à La Paz, le voyage en train, il commence en bus. Voilà. Direction donc le sud. 4 heures de bus vers la petite ville d'Oruro. Là-bas, il y aurait encore des trains. Le réseau ferré bolivien est morcelé, découpé. Il n'y a plus que quelques lignes à divers endroits du pays et qui ne sont pas connectées entre elles. Ah, ça y est. Enfin un train avec des voyageurs. Ça fait du bien. Alors celui-là, faut pas le louper parce que d'Oruro ne part qu'un seul train par jour. Et encore pas tous les jours. Donc vous voyez, c'est le genre de train qui se désire, qui ne se donne pas facilement, qui se savoure. Ça dit, je vais avoir le temps parce que la prochaine station, c'est dans 7 heures. Donc, c'est parti. C'est un beau train, ça. Ça, c'est super. Ça, c'est exactement ce que j'imaginais de la Bolivie, en train. C'est-à-dire que vous avez 20 secondes de sortie de ville, de banlieue, et tout de suite des paysages immenses, incroyables. Regardez, c'est là, tout de suite. Me voilà parti pour Uyuni. Je n'avais jamais vraiment entendu parler de cet endroit, mais au moins cette fois, j'y vais en train. La voie sillonne tranquillement les Andes. 50 km/h de moyenne, tout le monde sait que ce sera long, très long. Donc au lieu d'être impatient d'arriver, chacun s'organise à sa façon pour essayer de passer un bon moment. Et alors où est-ce que vous allez en train comme ça là? À Villasan. C'est loin ça? À Villasan, oui. Combien d'heures de train ça fait ça? 18 heures, plus ou moins. C'est tout au bout. C'est long, non? Oui, c'est vrai. Mais c'est confortable. Je dors. Ouais. Quel est votre secret pour bien dormir en train, vous? Pour bien dormir? La prière. Ah bon? Quand on prie, ça fait dormir. Oui, tu pries et ça te fait dormir. Ah, c'est comme ça. Vous priez un petit coup et pas. Oui, je prie et direct, je m'endors. Attendez, venez voir. Ça, c'est une des spécialités boliviennes. C'est le barrage de route. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de routes dans les Andes. Quand vous avez une revendication, vous bloquez la route, vous pouvez être sûr que ça fait du bruit. Oh, regardez, c'est juste un petit barrage de cailloux. Il y a les enfants qui jouent au foot à côté. Mais vous avez quand même une des routes principales du pays qui est bloquée là. Et le train, c'est le seul moyen de passer. Voilà, donc les cuisines, c'est... Allez-y. C'est là. Je peux entrer? Vous pouvez entrer? Si? Bonjour. Philippe. La mienne. Bonjour. Ah, qu'est-ce qui se cuisine là derrière? C'est quoi le menu ce soir? Poulet au four. Non, c'est des poulets entiers. Alors moi, il y a une petite chose qui m'inquiète quand même pour vous, c'est l'huile bouillante qui fait comme ça avec les mouvements du train. C'est pas un petit peu dangereux ça? Non, ça va, ça bouge pas trop. Une fois, le train a déraillé et on s'est brûlé avec de l'eau de viande. De toute façon, même si ça bouge, pas le choix, hein, faut qu'on en boive. Mais il est très sympa ce train. Je trouve qu'il y a une ambiance extrêmement douce, rigolote, tout le monde se parle. Et il est sympa. Il est très agréable et confortable en plus. On peut manger un petit dessert, boire une bonne bière ou manger un morceau. Et alors, comment on fait pour vivre dans un pays aussi qui paraît aussi dur comme ça, alors que vous avez un visage rayonnant? Oui, c'est vrai que les conditions sont dures pour vivre ici. Mais les gens en général se sont bien adaptés.
Tu sais, on a une cage thoracique et un cœur plus grand. Ça nous permet de mieux respirer en altitude. Et cette force que nous avons, elle nous vient aussi de nos ancêtres. Ils ont toujours su résister à la colonisation et à beaucoup d'épreuves par le passé. La force que nous possédons, elle vient de tout ça. Et le fait que vous ayez un plus grand cœur physique, est-ce que ça veut dire que vous avez un plus grand cœur aussi en général pour les autres? Bah oui, je pense que oui. Les gens en Bolivie, de l'altiplano à certaines régions de l'Amazonie, ont vraiment un grand cœur. Ils sont toujours prêts à accueillir les autres, surtout si tu viens de loin. Uyuni, une gare à plus de 3600 mètres d'altitude. Une petite ville installée là, au milieu d'absolument rien. Pourtant, elle eut une époque faste. Tout autour, les montagnes rouges regorgent de minerais. Il fallait l'extraire et le transporter jusqu'au Pacifique. Uyuni fut donc au début du XXe siècle un gros centre ferroviaire. C'était l'époque de la vapeur triomphante. Et lorsque les machines avaient besoin d'entretien, elles étaient stockées ici, près de la gare, avant d'être réparées. Plus tard, la ligne vers le Pacifique ferma et les locomotives furent laissées là, à l'abandon. Des machines splendides, livrées au vent du désert, qui attendent toujours qu'on les répare. C'est pour moi une émotion insoupçonnée. Si Uyuni n'est plus le centre ferroviaire qu'elle était, elle restera une ville de légende. Car elle se trouve juste au bord d'un des sites naturels les plus étonnants de la planète. Un immense désert de sel, le Salar. C'est quand même incroyable. C'est d'une pureté totale. C'est 12 000 km², plus de 12 000 km² de pureté. Vous avez les montagnes dans le fond qui flottent comme des îles sur la mer. Et puis alors surtout le silence. Rien, rien. Du coup, vous savez, on a envie de parler à voix basse. Et alors on a l'impression qu'il n'y a personne, mais en fait, si vous regardez bien, il y a des espèces de des petits monticules, des petites pyramides là. Alors c'est pas des taupes du désert, c'est des petits monticules de sel. C'est le fruit du travail de centaines d'hommes qui sont répartis sur toute la surface et qui toute la journée creusent le sol pour essayer de récupérer le sel. Salut! Je peux venir? Oui, vas-y, viens, viens. Bonjour. Philippe? César. César? César. Ah, c'est impressionnant. Mais alors vous êtes complètement recouvert de... C'est pour vous protéger du soleil? Si, Bah oui, c'est pour me protéger du soleil, de de la chaleur, pour éviter d'avoir la peau brûlée. Sinon le soleil me brûle complètement. C'est très dangereux? Très dangereux. Ah bon, mince. Et moi j'ai pas de chapeau. Bah, je peux t'en prêter un si tu veux. Si, oui, d'accord. Un casque comme ça, vert? Non, tiens, j'ai mieux, prends ça, ça devrait aller. C'est d'ici, c'est typique de la région. Ça va? Parfait! Ça me va bien? Très bien, très bien. Alors vous êtes totalement mystérieux pour moi, je ne sais pas qui vous êtes derrière ce masque. Tu veux voir mes yeux? Il n'y a pas de problème. Ah, il est là. Est-ce que je peux voir votre sourire en même temps? Oui, bien sûr. Ah, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça fait plaisir de vous voir.
Alors, une fois que vous avez pioché là comme ça, que vous avez soulevé un peu le sel, qu'est-ce que vous faites? Je rassemble tout et ensuite il y a les camions qui viennent. Je peux goûter le sel là ou c'est dangereux? Non, non, tu peux goûter, il n'y a pas de problème. C'est totalement propre. C'est totalement propre. Très propre. Il n'y a vraiment aucun problème. J'ai jamais goûté du sel naturel. Salada. C'est salé, hein? Ah oui, c'est extrêmement salé. Mais en fait, c'est très salé, mais pas tant que ça. Ah si, c'est très... Oh là. Salado. Tiens, goûte-le aussi. Ah, vous voulez me faire boire le jus de sel? Ça vous fait rire. C'est salé, hein? Grâce au salar, en travaillant ici, j'ai pu vivre et élever mes enfants, leur permettre de faire des études. Je n'ai pas d'autre choix que de l'aimer et d'en prendre soin. Ce salar, c'est toute ma vie. Vous travaillez ici depuis combien de temps? 30 ans. 30 ans de travail et ça dure depuis 5 générations. Et vos enfants, ils vont travailler là? Non. Mes enfants ne travaillent pas ici. Ils habitent à Santa Cruz. Et donc vous êtes le dernier des générations à travailler dans le sel? Oui, et j'en suis vraiment fier. Et ce travail, je veux l'emmener avec moi au cimetière et l'enterrer avec moi pour qu'aucun autre membre de ma famille ne travaille plus dans le salar. Je dois être le dernier. Merci beaucoup. J'ai été ravi de te connaître. Il est vraiment incroyable ce désert. Vous savez, c'est parti de ces endroits où on a une toute petite crainte, la peur de ne pas avoir le temps de tout apprécier. Il faut vraiment du temps ici. Et ce désert, en plus, il cache un trésor, un secret. Peut-être la future fortune de la Bolivie. Il contiendrait des réserves absolument colossales de lithium. Il y en a qui parlent de l'Arabie Saoudite du lithium. 50% des réserves mondiales, dit-on. Alors le lithium, pourquoi est-ce que ça peut rendre riche? Parce que c'est un élément essentiel dans la fabrication des batteries des voitures électriques. Donc vous imaginez le marché. Ce qui fait que ce calme-là, ce silence absolu qu'on a autour de nous, eh bien c'est peut-être le calme avant un immense bouleversement. Je reprends la route. Et je me dis que finalement, c'est peut-être une chance pour moi que les trains soient si rares en Bolivie. Ce sont juste quelques rails, quelques gares qui me montrent le chemin. Et je dois me laisser porter. Aller là où je ne serais peut-être jamais allé. Dans le voyage comme dans la vie, ce qui donne du piment, ce sont les surprises. J'ai entendu parler d'un petit train un peu spécial dans la ville de Sucre et qui roulerait sur une ancienne voie minière. Je trépigne d'aller voir ça. Alors il a l'air pas mal celui-là. Ça c'est un train pas comme les autres. Parce qu'en fait c'est une sorte de bus, mais sur des rails. Mais qui est quand même un bus. Tout en étant un train, parce que vous voyez, il a des roues de train. Voilà. Allez-y, rentrez. Merci. Il est plein ce bus.
Le petit nom de ce train dans la région, c'est le bus Carril. Il serpente à travers la montagne, dessert une foule de petits villages. Il est très populaire et extrêmement lent. Pour rejoindre son terminus, Potosí, qui n'est qu'à 170 km, il met 6 heures. Mais ça, en Bolivie, c'est pas très grave. Mais alors, au départ, c'est un vrai bus à qui on a mis des roues de train ou ça a été vraiment construit pour le rail? Il a été transformé. C'est un bus qui est devenu un bus-train. J'ai l'impression que vous l'aimez bien, votre bus des rails. Non, je me trompe? C'est très important qu'on entretienne une bonne relation, lui et moi. En tant que conducteur, je dois prendre soin de lui pour qu'il soit bien et qu'on n'ait pas de problème. Est-ce qu'il vous rend tout votre amour? Oui, grâce à mes soins, on arrive toujours sans problème à destination. Je fais très attention à lui, un peu comme si c'était mon propre fils. Hola. Comment tu te llamas? Claudia. Claudia? Moi, c'est Philippe. C'est bien. C'est bien ce bus. Mais je préférerais un vrai train. Il y a plus de place. Et vous allez où, là? Je descends là. Ah, vous descendez là? Oui, oui. Je descends ici. Mais il n'y a pas de gare, il n'y a pas d'arrêt, là? Comment il sait que vous descendez là, le chauffeur? Il sait. Ah, il sait par cœur que vous descendez? Oui. Ah, c'est cool, c'est familial. Il connaît l'arrêt de ses passagers. En race campagne. Adios. Ciao. 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 C'est comme si c'était ma voiture. Pour sortir, aller au travail, pour faire les courses, c'est pareil. Donc c'est votre petit chez vous ici. Clairement, c'est le seul moyen de transport qu'on a. Ici, les bus n'accèdent pas aux petites routes. C'est pour ça qu'on voyage en bus-train. Il n'y a que la voie ferrée qui arrive chez vous, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route jusqu'à nos villages. Ben, vous savez quoi? Moi j'aime bien votre bus Carril. C'est comme une petite famille dans une petite maison qui se déplace. Oui, les gens se sentent bien. Ils sont comme chez eux, mais en voyage. Allez, c'est ton tour. C'est comme un camion. Là, maintenant? Embrayage, frein, accélérateur. Alors ça. C'est génial. Donc c'est comme une voiture, c'est pareil. C'est pareil qu'une voiture. Et le volant, il sert à quoi alors? Et le volant, bah, il sert à rien. C'est parti. Attention, t'es en quatrième. Je suis pas calé. Ah, c'est bon ça. Passe la troisième et ralentis. Ah ouais, je suis en roue libre là. J'arrive pas à enclencher la troisième. Il y a des gens qui font signe là, je m'arrête? Vas-y, passe, passe. Ah non, je m'arrête pas? Pourquoi je m'arrête pas? Il n'y a plus de place. Ah, quand il n'y a pas de place, on s'arrête pas pour les gens. On peut pas, on est complet. Ah ça y est, j'ai réussi la troisième. Alors, quand même que je vous dise que les gens qui viennent de me faire signe là et qu'on n'a pas pris,
Le prochain bus Carril, c'est dans 2 jours. Hein. Et il devait être content. Il a beau me dire que le volant sert à rien, j'ai peur de le tourner et de sortir des rails. Il y a une gare là, on s'arrête? Par là? Non, vas-y, file. Je klaxonne un peu. Ah, mais il y a des poules, des chèvres, des gens. Ah, il y a des petites chèvres. Il faut du réflexe quand même. Hein. Ah, j'adore ça. C'est des sensations d'enfant. En fait, c'est comme si je conduisais le train miniature que j'avais quand j'étais tout petit. C'est ça, hein? C'est toujours comme ça que ça commence. Vous aussi, ça a commencé comme ça? Oui, j'ai toujours eu ce désir de conduire. Donc vous avez réalisé vos rêves alors? Je rêvais de conduire des grands trains, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je pense que mon rêve s'est quand même réalisé, non? J'adore votre train, merci beaucoup. Et je vous souhaite tous les trains qui vous rendront heureux. Le terminus du bus-train est à plus de 4000 mètres d'altitude. Me voilà, sans y penser, dans l'une des villes les plus hautes du monde. Changement d'ambiance. C'est une cité minière depuis le XVIe siècle, aujourd'hui sur le déclin, mais qui connut une histoire incroyable. L'endroit était considéré au XVIe comme le plus grand complexe industriel du monde. J'ai très envie de voir ça. Ça y est, la voilà, elle est là. Je suis content de la voir, celle-là, parce que elle est au bout du monde. Elle est à environ 4800 mètres d'altitude. Il faut aller la chercher. Et bien pourtant, c'est un monument. C'est un des emblèmes de la Bolivie. Elle est au patrimoine mondial de l'humanité. C'est la montagne. Quand les conquistadors, les Espagnols, quand ils sont arrivés ici et qu'ils ont mis la main sur cette montagne, en fait, ils ont mis la main sur un tas d'or, ou plus exactement sur un véritable tas d'argent, qui a fait la fortune de l'Espagne pendant toute l'époque coloniale. Une mine fabuleuse. La légende dit qu'on aurait pu construire un pont en argent massif qui relierait l'Amérique du Sud à l'Espagne, rien qu'avec l'argent qu'on a extrait de cette montagne. Alors aujourd'hui, il y a environ 15 000 mineurs qui essaient de gagner leur vie en exploitant ce qui reste dans la montagne ou qui sait trouver le filon miraculeux caché d'argent. Et là, donc, dans le haut de la ville, il y a des petites boutiques où les mineurs viennent acheter leur matériel avant de partir au boulot. Hola, bonjour. Dynamite sans. Qu'est-ce que vous achetez là? Dynamite. La dynamite. De la dynamite? Voilà. Ah, on peut acheter de la dynamite en boutique comme ça, en vente libre. Oui, spécialement pour le travail, on utilise de la dynamite. Ah bah dis donc. La dame elle sort 5 bâtons de dynamite comme ça. Et c'est pas dangereux si je vous tape sur la tête avec, ça va pas sauter? C'est pas dangereux tant qu'il n'y a pas de détonateur. Et alors, comment est-ce que vous savez qu'il est mineur lui? Il vous a pas montré sa carte? Parce que tous les jours, ils viennent ici et achètent de la coca, de la dynamite, de l'alcool. Alcool? Si. Je boss. J'ai un drôle de sentiment. Je suis tout content que Richard veuille m'emmener à l'intérieur de cette montagne fabuleuse. Et en même temps, je le sais bien, je le ressens tout de suite, c'est aussi une montagne de souffrance. Des millions d'Indiens et d'Africains ont été exploités ici, dans des conditions atroces, au fond de la mine, pendant toute la période de colonisation. On parle de 8 millions de morts. Mais l'envie de Richard de vouloir me montrer à quoi ressemble sa vie aujourd'hui me ramène à la réalité. C'est la tradition. Avant de descendre dans la mine, on commence toujours par mastiquer des feuilles de coca. Il faut manger l'arête centrale, non? Vous allez la recracher. Tu ne prends que la feuille. Ah, il faut pas manger l'arête. Ah. Oh mince, j'allais rester dedans. Non? Alors? Un goût de thé. Ouais, thé. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais boire des trucs roses? Non? C'est de la coca. Pas de la cocaïne. Ah. C'est différent? Ah, si,
Quand t'es mineur, ça t'aide à tenir, c'est comme un déjeuner. Avec la coca, t'as plus faim, tu penses qu'à mâcher. Mais vous feriez pas mieux de manger un bon gros sandwich avant de partir plutôt que de manger un truc qui coupe la faim? J'aime bien les plats boliviens, mais dans la mine, il n'y a pas de toilette, donc tu dois t'empêcher de manger. Bon. Alors, comme premier effet, je vous dirais une langue bien anesthésiée, comme chez le dentiste. Et puis alors détendu. Hein, on est détendu. Avec ça, à mon avis, on oublie le danger. Ce qui n'est pas très sécure, en fait. Ça te protège du gaz et des mauvaises odeurs. Ça te donne de l'énergie, du courage. Sans la coca, c'est pas possible. C'est trop dur. Première fois que je vais à la mine. Suis-moi. Oui. Et on descend jusqu'à quelle profondeur, comme ça, dans la mine? Ça dépend de l'endroit où tu travailles. Là, on va 100 mètres plus bas. Viens voir. C'est le Tío. El Tío? Le Tío. Qu'est-ce que c'est, le Tío? Le Tío, c'est le dieu pour les mineurs. Chaque fois que vous entrez dans la mine, vous faites une offrande au dieu. Oui, tous les jours. C'est comme ça. On lui donne de l'alcool. Ah, c'est un dieu qui picole un petit peu. Oui, je te montre comment on fait. Est-ce que... Parce qu'il a des cornes aussi, donc c'est un petit peu un diable, ce Tío. C'est le dieu des profondeurs. El Tío, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il travaille avec les mineurs pour leur offrir une bonne production. Donc on suit cette tradition. Tu lui offres de la coca, des cigarettes, on a une bonne production. Sinon, elle est mauvaise. Si vous ne faites pas d'offrande, là il devient méchant, là il devient diable. C'est une croyance qu'ici nous avons tous. Ah, vous lui donnez une cigarette aussi. Il y a souvent des éboulements? Oui, surtout quand il pleut. Voilà, ça c'est mon secteur de travail. C'est fou quand même. Attendez, quand vous regardez là, je vais m'éclairer avec ma lampe. En fait là il y a un chemin qui part. Là il y en a un, regardez, sur la gauche, qui part dans le lointain. Là il y en a un autre. Tout ça totalement dans le noir. On aperçoit des gens qui travaillent, mais très 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 lointain dans le fond, dans le noir. Cette montagne est un gruyère. Suis-moi. Il faut ramper? Pas le choix, il faut passer là. D'accord. Oh là là. Pourquoi vous allez dans un coin aussi difficile? C'est plus difficile là-haut, mais c'est là qu'il y a les filons. Qu'est-ce que c'est ces petites... ces sortes de petits trucs brillants qui tombent du plafond, là? C'est de l'arsenic. C'est à cause de la chaleur et de l'humidité. De l'arsenic? Ah, de l'arsenic. Mais c'est dangereux, ça? Non. 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 Ça dérange juste un peu. Ça va te gratter. L'arsenic, ça gratte. Je te montre comment on bosse. Et où est-ce qu'il est, ce filon? Là? Ah, ça brille un peu, là. Dynamite. Et c'est pas dangereux de manipuler tout ça ici? Non, c'est pas dangereux. Ce que j'aime, c'est que rien n'est dangereux avec vous. L'arsenic, ça gratte. Le plastique, c'est pas grave.
Et on a le temps, là. Allez, sors. Allez, hop. Richard ne le dira jamais, mais son travail est extrêmement dangereux. Parmi les 15 000 mineurs qui tous les jours essayent d'arracher le peu d'argent qui reste dans cette montagne, il y a 4 à 8 morts par mois. Bon. Mais ça ressemble surtout à un gros tas de cailloux maintenant. Si. Et alors? C'est un bon filon ou pas? Oui, c'est un bon filon ici. Bonne impression. Moi, je suis très impressionné par votre boulot. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour les gens qui prennent des risques physiques pour gagner leur vie. Je sais pas comment ils font. C'est ça, la vie du mineur. Aller jusqu'au bout de toi-même, tant que tu peux. Tu ne sais jamais s'il va t'arriver quelque chose. Tu dois continuer à travailler tous les jours. C'est pour ça qu'on demande au Tio, s'il te plaît, je veux sortir pareil que quand je suis rentré, revenir chez moi, sain et sauf. Je vois dans vos yeux quand même une espèce de lueur, de fierté, de brillant. Il vient d'où ce brillant-là? De l'intérieur. Ça vient de là, du cœur. Tu peux pas te dire, je suis déçu, je n'ai rien gagné. Non, c'est le contraire. Tu dois te dire, oui, j'ai plus de force. Je suis plus grand parce que j'ai trouvé un filon. Et si c'est pas le cas, il faut insister. Il faut persévérer pour être heureux. Ne pas montrer quand t'as le moral bas, mais au contraire, faut te battre. Muchas gracias, je vous admire beaucoup. Bravo. Et soyez prudent quand même, hein? Si. Cuidado. No, todo bien. En sortant, je me dis que cette montagne aura été un monstre. Monstre de richesse, de souffrance, et aujourd'hui d'espoir pour ces mineurs qui rêvent du dernier filon miraculeux. Je ne ressors pas tout à fait indemne de Potosi. Je dois maintenant reprendre le train, trouver une gare. La plus proche est bien au-delà de la montagne, à 600 km, à Santa Cruz. L'altitude y est plus raisonnable, 400 mètres seulement. Il y fait plus chaud, le climat est totalement différent. Je me sens dans une autre Bolivie. Délicieux, hein? Delicioso, hein? C'est au sucre de canne. Ça me rappelle le désert de sel, mais en sucre. Voilà. Ah, ça y est, voilà le train. 30 minutes de retard en Bolivie, c'est très bien. C'est parti. Un petit tour en loco, il n'y a rien de tel. Cette fois, les rails m'emmènent en direction de San José de Chiquitos, en plein cœur de la forêt. En Bolivie, chaque voyage en train vous fait changer de planète. Ça fait combien d'années que vous faites cette ligne? Moi, ça fait 30 ans. Et lui, il va arriver à 35 ans de service. De service? Oh là là, mais alors vous connaissez chaque petite bosse, chaque petit écart de la voie ferrée alors? Oui, je connais par cœur. J'ai passé toute ma jeunesse ici, j'ai commencé à travailler sur cette ligne. Ça fait un paquet de temps maintenant. Et vous, quel train vous rêveriez de conduire? Dis-leur le train de France, le TGV. Un train électrique rapide, comme au Japon ou en France. Ah oui? Moderne, quoi. Oui, mais alors, je vais vous dire un truc. Je suis pas sûr que vous pourriez manger des feuilles de coca au volant du TGV. Parmi les passagers, il y a quelque chose qui m'intrigue. Certains portent une tenue, disons, différente. J'essaie d'engager une conversation, mais ils semblent gênés, pas vraiment bavards. Si vous voulez comprendre comment on vit, allez voir notre colonie. Allez voir par vous-même. Ce sera mieux que si c'est moi qui vous explique. Maintenant, s'il vous plaît, j'aimerais bien qu'on arrête de parler.
tout ça, évidemment, me donne envie d'aller voir. Je descends donc à San José, une petite gare perdue dans la forêt, une ancienne mission fondée par la Compagnie de Jésus au XVIIe siècle. Mais mon véritable objectif est maintenant le kilomètre 41, là où se trouverait la colonie. Voilà, ça a l'air d'être là. On est quand même en plein milieu de la Bolivie, entre, regardez, absolument rien. De l'autre côté, ça file tout droit, si vous faites quelques centaines de kilomètres de piste vers le Brésil, à travers la forêt. Et donc, c'est là. À peu près au milieu de nulle part. Oh, Orep. Orep, c'est le... Oui, c'est le cheval. Ah, c'est le nom du cheval. Et mais vous roulez toujours en calèche comme ça? Toujours en calèche. On n'a pas de voiture. J'ai l'impression de pénétrer dans un autre monde. C'est ici que je vis. C'est ma maison. C'est toute votre petite famille, là? C'est... Oui. Ça me va bien. Oh! Hola. Hola. Philippe. ¿Cuál es su nombre? María. María. Encantado. Susana. Comment? Susana. Susana. Bonjour. Enrique. L'autre, Eva. Eva. Bonjour Eva. Et je peux pas m'empêcher de vous le demander, mais je suis très impressionné par la tenue. C'est une règle stricte ou c'est un peu comme chaque... C'est juste parce que vous en avez envie? Non, c'est décidé par l'autorité, par les ministres, les chefs de la communauté. C'est comme ça, on obéit. Et alors, comment est-ce que je peux vous parler? Parce que le problème, c'est que je crois qu'il ne parle pas espagnol. ¿Qué tú hablas? ¿Qué lengua? Quelle langue vous parlez? Quelle lingua? Hein? Allemand. Allemand? Vous parlez allemand? Du sprichst Deutsch? Allemand bajo. Allemand bajo. Allemand bas allemand. Et ça, donc, c'est un allemand modifié, donc c'est proche de... On n'est pas sorti de l'auberge. Non. Pourquoi est-ce que tout le monde parle bas allemand alors qu'on est en plein milieu de la Bolivie où on parle quand même plutôt espagnol? Ça vient de mon père, de ma mère, qui viennent de... je ne sais pas trop d'où ils viennent. Je ne sais pas. Mais mon papa et ma maman me parlaient comme ça. Je viens d'arriver dans une communauté de Ménonites. C'est un mouvement religieux dont les origines remontent au XVIe, né lors de la Réforme protestante dans la région de Zurich, en Suisse. Fuyant les persécutions, les Ménonites sont devenus mobiles, en Europe et plus tard sur la planète entière. Dans cette communauté-là, il y a 800 familles. Ils appliquent au quotidien les règles de la Bible, selon leur propre lecture. Ils fuient la modernité, vivent sans électricité et sont principalement agriculteurs. C'est trop mignon. Alors, vous avez toute la famille là qui fait la traite, avec le système quand même le plus épatant pour tenir une queue de vache en l'air. Alors c'est vraiment la traite à l'ancienne, avec le lait qui fait de la bonne mousse. Ça, on le voit plus, ça.
Vous pouvez pas tricher un petit peu, avoir une petite machine électrique pour aller plus vite discrètement? Oui, je sais que ça existe, des machines ailleurs. D'autres colonies les utilisent. Mais nous, c'est pas la peine, on a les enfants pour ça. C'est quand même incroyable. Hein, voilà l'école. À escuela? Prenez vos ardoises. Qu'est-ce que vous leur apprenez aujourd'hui alors? Calcul? Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que je n'arrive pas à voir si c'est une addition ou une multiplication. Addition? C'est parce que vraiment, on les fait beaucoup rire. J'aimerais bien savoir pourquoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est une multiplication, une addition, ça fait une sorte de grand dessin à la fin. Je voudrais bien savoir ce que j'ai de drôle, mais alors ça les fait hurler de rire. C'est parce qu'ils ont peur. C'est la première fois que des gens viennent nous voir à l'école, alors ça les effraie un peu. La Bible? Oui. Vous lisez beaucoup la Bible à l'école? Oui. Tous les enfants apprennent à lire dans la Bible. Les plus grands dans cette Bible-là, et les plus petits utilisent des feuillets avec des extraits plus simples pour apprendre. Et en dehors des mathématiques, tout le reste de l'enseignement s'appuie sur la Bible, des textes religieux et des chansons religieuses. Oui, sur la Bible. Et j'arrive vraiment pas à vous expliquer tout ça en espagnol. Jusqu'à quel âge ils vont à l'école, les enfants? Jusqu'à 13 ou 14 ans. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Après, ils travaillent à la maison et au champ. Je suis déconcerté. Ces vies semblent si proches et si différentes. Jamais je n'ai eu autant envie de demander pourquoi. Pourquoi à chaque seconde? J'ai rendez-vous avec quelques anciens ministres de la communauté qui me précisent que selon leur lecture personnelle de la religion, ils ne peuvent exposer leur visage à la caméra. Moi, j'ai donc 1000 questions à vous poser. Déjà, pourquoi est-ce que vous refusez l'électricité, par exemple? C'est interdit par la loi, par la Bible qui nous guide. Ces règles nous viennent de nos anciens prêtres, les ministres prédicateurs, qui disaient qu'on ne doit pas accepter ces choses modernes, que l'agriculture doit rester simple. On ne veut pas avancer trop vite. Donc toutes ces règles que vous vous imposez, quel est leur but ultime? Pourquoi est-ce que vous choisissez cette voie-là? Notre loi nous dit que, dans la vie,
On doit chercher le chemin le plus difficile, car les autres voies sont trop simples, trop faciles. On doit donc emprunter le chemin le plus ardu pour aller au ciel. On ne peut pas vivre dans la facilité. C'est ça notre loi. Donc, il faut souffrir un peu toute sa vie. C'est ce que vous faites pour obtenir le paradis, c'est ça? Oui. Si. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli. Alors, il y a des petites choses quand même, je ne vous cache pas, que j'ai du mal à comprendre dans votre communauté parce que j'y reste pas assez longtemps. Des choses qui me troublent. Mais vous, vraiment, je vous trouve adorable, super sympa. Muchas gracias. Ya, buen viaje. Merci. Ciao. Ciao. Je ne m'attendais pas à tout ça. Depuis mon premier pas en Bolivie, chaque rencontre, chacune de ces vies m'a touché, questionné, remué. C'est comme si dans ce pays, tout devait être extrême. L'altitude, la chaleur, le froid, les paysages, l'histoire, et aussi la vie des hommes. À aucun moment, je n'ai eu envie de juger, mais juste de contempler. La Bolivie est un étonnement, une émotion.